je voudrais juste préciser une chose. Premièrement, c'est que c'est difficile, enfin en même temps facile et en même temps difficile de conclure cette journée parce que d'une part, c'est que beaucoup de choses ont été dites, donc malheureusement, je suis obligé de répéter un certain nombre d'éléments, notamment ceux qui concernent les deux études qu'on avait réalisées grâce à l'aide de l'IRM et Fondation pour Bientôt. Et d'autre part, la proposition que je vais faire, ça semble assez simpliste par rapport à l'organisation québécoise, mais je pense que ça aura le mérite d'exister dans la mesure qu'actuellement, je pense que vous vous êtes rendu compte, malheureusement, il n'y a pas de réseau de soins permettant de prendre en charge ces patients-là. Quoi qu'on dise, même si beaucoup de structures existent, la majorité de ces patients-là ne sont pas pris en charge et sont perdus. Alors, juste, donc rapidement, vous connaissez des chiffres. En France, on ne sait pas très bien, mais entre ces 65 000 à 200 000, tout en sachant que ça, c'est des chiffres des gens qui passent aux urgences et dans le milieu hospitalier. Il y a très probablement, même certainement, beaucoup de gens qui ont un traumatisme crânien et dont on n'entendra pas parler et on le retrouvera quelques années plus tard, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, avec le fameux, enfin, l'éternel problème de savoir s'il y a une relation entre cet accident et les symptômes qu'il décrivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme prise en charge actuellement? Maurice Raphaël vous a parlé d'une organisation idéale aux urgences. En pratique, à partir du moment où on a dit traumatisme crânien léger, le mot léger efface tout le reste. C'est-à-dire que ces gens-là, soit ils sont renvoyés tout de suite à la maison, soit quand ils sont hospitalisés. Alors, le comble, c'est qu'ils sont hospitalisés, mais notre faute aussi, en neurochirurgien et en neurologue, ils sont hospitalisés en orthopédie ou en chirurgie viscérale. Et essentiellement pour la surveillance des lésions associées, et puis ils sont renvoyés chez eux, au mieux avec cette feuille d'explication qui concerne essentiellement les 24-48 premières heures, pour dire si jamais vous avez ceci, revenez tout de suite, ne restez pas seul, faites pas ceci et cela, mais rarement on explique, on informe les gens sur comment les choses vont évoluer, comment les choses vont évaluer, qu'est-ce qui peut leur arriver et comment est l'évolution habituelle de ces traumatisés. Je caricature un tout petit peu pour le propos. Mais bon, pas aussi. Alors, tout ceci, malgré le fait qu'on sait très bien, et vous avez compris, qu'il y a au bas mot 10% de ces gens-là qui vont développer des symptômes qui vont complètement perturber leur vie personnelle, leur vie familiale, et avoir des conséquences très importantes au niveau de la société. On peut donc estimer que chaque année, 15 000 personnes développent ce genre de problème en France. Alors, comment on peut améliorer la situation? Alors, ces diapos, je les avais préparés, je connaissais un tout petit peu l'organisation canadienne, enfin, excusez-moi, québécoise. Et donc, mais en fait, en avançant, on peut, je pense que ce que je vais vous présenter correspond à peu près, là je m'avance un peu dans la hiérarchie, enfin dans les diapos, mais globalement correspondrait plutôt au centre de niveau 2 québécoise. En fait, on peut se baser sur deux choses. D'une part, les données de littérature. D'autre part, les données que nous avons pu recueillir dans nos deux études. Et puis, ce que je vais vous dire, j'espère, vous montrera une cohérence, enfin de la cohérence de cette démarche qui partait d'abord de diagnostic, des possibilités de rééducation et qui, j'espère, finira en réseau de soins et centre de prise en charge. Alors, initialement, enfin, je ne vais pas vous faire l'affront de reprendre la présentation de Mme Chic qui a résumé l'ensemble des données de littérature sur les interventions, les différentes interventions qu'on peut avoir en période précoce chez les traumatisés crâniens légers. Mais globalement, ce qui en sort, c'est qu'il n'en sort pas grand-chose, d'une part, mais ce qui en sort quand même, c'est qu'une intervention précoce, et surtout une information claire et une réassurance, est extrêmement importante. Alors, différents types d'informations, un certain nombre de séances ou en séance unique, ça se prête à discussion, mais il a été même démontré qu'une seule séance téléphonique, une seule séance d'explication de courte durée modifiait quand même considérablement le pronostic de ces gens-là. Deuxièmement, donc en résumé, en simplifiant complètement par rapport à la présentation de Sophie, qui était très complet, on a fait deux études. La première étude, on s'était posé la question, c'est à voir si on pouvait avoir des facteurs pronostiques pour séparer les patients victimes de trauma crânien en deux groupes.
ceux qui allaient développer éventuellement un syndrome post-traumatique, ce qu'on a appelé évolution favorable, mais ça prête confusion dans la suite de discussion, mais ceux qui vont probablement développer un syndrome post-traumatique et ceux qui ne vont pas en développer. Ceci nous a permis d'obtenir une grille pronostique qui a quand même une puissance statistique qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que parmi les grilles qui existent actuellement dans la littérature, on ne peut pas dire que c'est la meilleure, mais globalement, c'est quelque chose qui se défend avec une sensibilité de 95%, une sensibilité de 77%, et surtout ce que vous voyez, et ça, c'est un élément important, il faut garder à l'esprit pour la discussion de deuxième diapositive, c'est qu'il y a une valeur prédictive négative qui est assez élevée et une valeur prédictive positive quand même qui est plus basse. Donc ceci a permis d'avoir une grille qui était le fruit de nos travaux. Puis on s'est posé la question maintenant, est-ce que avec cette grille, est-ce que d'une part on peut séparer les gens et d'autre part, est-ce qu'en proposant une éducation, une rééducation, alors c'est vrai multidisciplinaire avec l'intervention de plusieurs personnes, on pouvait obtenir une amélioration de pronostic. Sophie vous a montré, donc il y a 180 patients qui ont été pris en charge. Je ne parle pas des perdus de vue, je simplifie vraiment à l'extrême. 180 patients qui ont été pris en charge, 101 ont été classés comme des personnes qui n'avaient pas beaucoup de chances de développer une syndrome post-traumatique, donc les évolutions favorables, et 80 les évaluations défavorables, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de chances de développer un syndrome post-traumatique. Alors, un élément important déjà qui permet une sorte de validation interne, enfin a posteriori de notre grille, c'est ce qu'il vous a montré, c'est que les patients qui ont été classés bon pronostic, donc pas beaucoup de chances de développer les syndromes post-traumatiques, sont en majorité restés en bon pronostic. Alors, on ne peut pas là ignorer effectivement, éventuellement, l'effet de l'information initiale et la prise en charge initiale, mais globalement, on peut dire que dans cette étude-là, ceux qui ont été classés bon pronostic le sont restés 6 mois après. Deuxième élément, qu'est-ce qu'ils sont devenus les gens qu'on avait classés initialement au mauvais pronostic, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des chances importantes, enfin des risques importants de développer un syndrome post-traumatique. Vous voyez, alors ceux qui n'ont pas été pris en charge, n'ont pas eu de prise en charge, c'est 50-50. Donc à peu près 50% restent dans leur état initial, c'est-à-dire avec les critères de DSM-4 présentent un syndrome post-traumatique des traumatisés crâniens, et 50 autres pourcents deviennent des patients de bon pronostic, c'est-à-dire qu'ils remplissent pas les critères de syndrome post-traumatisé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux éléments-là? D'une part, on peut expliquer cela de deux façons. Premièrement, on peut dire que l'intervention initiale y est pour quelque chose. Ces patients-là, ils ont été tous vus, écoutés, entendus. Quand ils ont parlé des symptômes, on ne les a pas ignorés. On leur a parlé des syndromes post-traumatisés crâniens, donc la possibilité de ces choses-là. Donc il y a quand même une sorte d'information, même si ce n'était pas le but des séances initiaux. Il y a une information qui a été délivrée, il y a une assurance qui a été donnée à ces patients-là, et donc ça peut être une des explications de cette évolution-là. Deuxième explication qu'on peut donner à ça, et là je ne sais pas si je peux revenir en arrière, si... c'est ce que je vous avais dit sur notre grille pronostique, c'est que quand vous avez une valeur prédictive positive de 60%, c'est-à-dire que vous avez une grille quand même qui est assez large. C'est-à-dire que vous sélectionnez peut-être un peu trop de gens qui ne sont pas malades et vous appliquez un certain traitement à des gens qui n'ont pas cette maladie-là. Mais ça, c'est un problème intrinsèque de cette grille-là, et n'importe quel autre test présente la même chose. C'est donc en fonction des valeurs que vous posez. Dans cette pathologie-là, peut-être, alors on peut discuter cela, mais c'est peut-être pas si mal que ça de recruter un peu trop de patients, pour la rééducation, présenter des rééducations à des gens qui n'ont pas besoin de cette rééducation-là, que l'inverse, c'est-à-dire de passer à côté des gens qui ont besoin d'une rééducation, mais qui sont par la nature même d'une grille et d'une échelle d'évaluation, sont ignorés. Donc ça, c'est un problème, disons, important de notre travail et de notre étude, mais on peut l'expliquer et on peut passer outre. Par contre, l'élément important, donc ce que vous a montré Sophie, c'est que pour les gens qui étaient initialement classés en mauvais pronostic,
cette rééducation-là, alors c'est vrai, ce que vous a dit Pascal Pradiadil, c'est qu'on ne sait pas quelle partie de cette éducation a permis une amélioration, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette prise en charge multidisciplinaire et globale est lourde, effectivement, 14 séances, et donc c'est des semaines de suivi, a permis ce résultat-là. C'est-à-dire que ces patients-là, et là, notre statisticien Sébastien vous a expliqué, il n'y a pas de discussion sur ces statistiques, on peut discuter l'interprétation des choses, mais sur les résultats et statistiques même, il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que ces différences-là, aussi bien entre le groupe pris en charge, entre non traités et traités, que entre les groupes différents, est statistiquement significative. C'est-à-dire que cette rééducation, dans cette étude-là, et pour ces patients-là, il faut rester modeste, pour ces patients-là, présente un intérêt non négligeable. Alors, comment on peut continuer? C'est-à-dire que c'est la question de M. Le Tourneur, c'est que, bon, on a fait ces études-là grâce au soutien de l'IRM et Fondation Paul Bento, et nous, ça nous semblait quand même dommage de s'arrêter là et laisser tomber cette étude-là en disant, bon, on a fait ceci, vous avez maintenant, on a une petite grille qui ajoute un petit peu d'informations par rapport à toute la littérature, et puis on a une prise en charge qui semble efficace, mais bon, on a étudié, on a fait cette étude-là qui va être publiée, et puis après on s'arrête. Ceci dit, ça nous a pensé plus intéressant de répondre à un appel d'offres et essayer d'organiser un partenariat entre, disons, pour le moment sur la région parisienne, du fait que l'étude a été faite à Bicêtre, entre l'hôpital Bicêtre, la Fondation Paul Bento et l'assistance publique, pour justement, alors je ne connaissais pas cette classification avant, mais quelque chose qui dans mon esprit correspond plutôt à ce que vous avez décrit comme les centres de niveau 2, c'est-à-dire un lieu unique qui regroupe l'ensemble des compétences nécessaires pour le bilan initial et pour l'orientation de ces traumatisés crâniens légers. Ceci, donc, je ne vais pas vous énumérer les différents intervenants, mais les rééducateurs, neurologues, neurochirurgiens, psychiatres, tout, et qui permet d'installer progressivement un réseau de soins via des urgences et l'ensemble de ces intervenants, avec des créneaux fixes de consultation. Et puis, pour ceux qui permettant donc un bilan assez précis pour chaque patient, quand je parle de bilan traumatisme, c'est aussi bien un bilan somatique qu'un bilan neuropsychologique et cognitif, permettre de rechercher des facteurs associés, rechercher des facteurs aggravants, et puis, à partir de là, proposer une réorientation, une prise en charge pour ces traumatisés crâniens. Ceci initialement en séparant. Alors, on propose de continuer à utiliser notre grille, mais il faut l'améliorer, il faut utiliser d'autres types de classifications. En séparant les gens de bons pronostics, c'est clair qu'il ne faut pas proposer cette rééducation-là à des gens qu'on considère comme bons pronostics et qui n'ont pas grand-chose et qui évoluent dans la majorité des cas très bien, mais essayer de proposer cette rééducation aux patients qui ont besoin. Alors, pour rejoindre la question que une personne avocate avait posée le matin, ces centres aussi, grâce à la connaissance que nous avons acquis maintenant sur le bilan initial à proposer, peuvent proposer des bilans médico-légaux qui peuvent servir pour l'ensemble des discussions qu'on a eues ce matin. Par ailleurs, donc, ça permettra d'informer les patients de vos pronostics sur le devenir, garder quand même, leur expliquer qu'ils peuvent garder un lien avec le monde médical en cas de problème particulier, et surtout mettre en place donc une rééducation dès la phase aiguë pour les patients mauvais pronostics. Cette rééducation, Sophie vous a expliqué, est basée essentiellement sur le travail sur l'attention, concentration, mémoire, vitesse de traitement d'information et les fonctions exécutives. Ces centres, ce centre a en plus une fonction dans la recherche et permet la constitution des cohortes, la possibilité de suivi longitudinal et organiser des essais cliniques comparables à ce qu'on a déjà fait. Dans un premier temps, on se proposait, en parallèle à cette demande-là, donc de continuer le suivi de nos deux cohortes à plus long terme et surtout un travail sur le coût de la prise en charge des traumas crâniens en recueillant l'ensemble des actes, des diagnostics et des thérapeutiques qui ont été faits chez ces patients. Ce travail a déjà en partie commencé. Je ne rentre pas dans le détail du travail qu'il fait actuellement Sébastien pour l'analyse, disons, économique de la prise en charge de ces traumatisés crâniens.
Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est-à-dire à ce niveau d'analyse, on peut dire que la prise en charge proposée, malgré sa lourdeur, permet déjà, sur ces patients qu'on a pris en charge, une réduction de 25% des coûts de prise en charge globale sur les 6 mois. Ce centre aura aussi pour mission d'informer l'ensemble. Enfin, d'une part, il faut informer que ce réseau existe, donc pour que les gens adressent les patients dans ce centre. Ça permet d'informer aussi l'ensemble des généralistes, les associations de patients, mais aussi de diffuser le savoir à travers des colloques, des publications ou des symposiums. Je voudrais finir en remerciant l'ensemble des intervenants, essentiellement l'IRM et la Fondation Paul Bento qui nous ont permis de réaliser ces 2 études et j'espère avec lesquelles on va continuer à travailler pour la mise en place de ce réseau et ce centre, mais aussi l'ensemble des personnes qui ont participé, essentiellement les 2 Sophie, Madame Montreuil pour son expertise neuropsychologique et l'ensemble des médecins qui ont participé, médecins et neuropsychologues pour la rééducation qui ont participé. Je voulais juste finir pour espérer que cette journée a permis que vous vérifiez la véracité des propos qui ont été prononcés il y a très longtemps, alors par Hippocrate, le médecin grec, et Avicenne, le médecin iranien. Alors, juste pour vous dire, je vous dis honnêtement, cette citation, je n'ai pas trouvé d'où ça vient. Donc, si quelqu'un le sait, ça m'intéresserait, parce que dans tous les articles, cette citation est citée, mais la référence dans l'œuvre d'Hippocrate, on ne l'a pas. La référence de citation d'Avicenne, je vous donnerai si vous avez besoin. Donc, je connais très bien cette situation dans le canon de la médecine. Je vous remercie. Comment passer de la connaissance à l'action? Est-ce qu'il y a des questions par rapport Merci. En effet, c'est exactement ce genre de processus qui a créé la mise sur pied du modèle d'organisation de services pour les TCLJ, c'est-à-dire l'élaboration d'une grille de facteurs pronostiques qui a été étudiée dans 2 centres et puis ensuite qu'il y a eu. Donc, il faut vraiment commencer simple parce que sinon, l'implantation est impossible. Il faut commencer dans des endroits et selon une trajectoire dédiée. Donc, bravo, je pense que ce genre d'approche-là peut vraiment porter fruit et vous démontrer déjà des impacts. Et votre grille est déjà assez sensible, donc votre grille que vous avez étudiée est sensible, ce qui est une bonne chose. Et même si vous intégrez plus de gens, il y a peu de risques pour ces gens-là. Au contraire, il y a plus de risques de manquer des gens et au moins de les détecter, de suivre leur évolution que le contraire. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est hyper intéressant de mettre en place ce genre de procédure systématique et clairement ça manque actuellement en France, d'ailleurs je pense, pas que dans l'Île-de-France. Moi je m'interroge juste sur une chose, c'est sur la place de la rééducation cognitive. Pourtant moi je suis plutôt globalement un partisan de la rééducation cognitive. C'est un domaine qui m'intéresse personnellement beaucoup. Mais là, à ce stade-là, moi je ne suis pas persuadé que ce soit l'élément principal. D'ailleurs, les études qu'a présentées Christine tout à l'heure l'ont suggéré quand même que moi j'aurais tendance à penser qu'à la phase précoce, l'élément vraiment important, c'est l'information, la psychoéducation, l'accompagnement. Et je ne suis pas certain que la rééducation au sens du réentraînement cognitif classique, comme on le pratique pour des patients cérébralisés plus sévères, est vraiment une utilité à ce stade-là. Alors évidemment, ça ne va pas nuire, ça ne va pas leur faire de mal, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça alourdit quand même le processus. C'est pas inutile, je suis d'accord, c'est pas inutile, ça peut pas faire de mal. Peut-être c'est un petit plus, mais le risque, à mon avis, c'est que ça alourdisse un petit peu le processus, donc la lourdeur, donc le coût aussi, parce que derrière, si on veut pouvoir généraliser votre expérience sur d'autres centres, on va se heurter à cette problématique du coût. Et moi, je me demande si une prise en...
si finalement c'est vraiment nécessaire, et si une prise en charge un tout petit peu plus légère, limitée à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la psychoéducation, etc., ne serait pas finalement plus simple à mettre en place, tout en étant aussi efficient. Enfin voilà, je pense qu'on n'a pas en tout cas aujourd'hui d'arguments de preuve dans la littérature bien net qui montrent que la rééducation cognitive apporte un plus par rapport aux mesures de psychoéducation. On peut répondre de deux manières à votre question, à votre remarque. Premièrement, c'est que cette discussion, c'est une discussion a posteriori. Actuellement, ces centres n'existent pas, donc il n'y a personne qui les prend en charge. Donc, ne prenez pas mal ce que je vais vous répondre, mais c'est une question qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'aura de sens que quand il y a un centre qui existera, quand le réseau de soins qui sera installé et quand on discutera de choix des traitements et de prise en charge qu'on doit proposer. Je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est clair, et plus simple à mettre en route, c'est l'information initiale, mais ça aussi, ça pose le problème, qui doit donner l'information et à quel délai. Vous avez, je pense que c'est Maurice qui en a parlé, ou d'autres personnes, si vous informez les gens sur les suites d'un traumatisme crânien tout de suite après leur perte de connaissance et alors qu'ils ne sont pas encore très bien, l'information ne reste pas. Nous, dans l'étude qu'on avait fait, pratiquement tous les gens avaient reçu ce papier-là, mais ils le découvraient. Non, attendez, c'était même pas la portée de ce papier-là. C'est qu'ils le découvraient le jour où ils venaient en consultation. Qu'on leur avait donné un papier sur les possibilités d'aggravation après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que malgré le fait que les urgentistes ont expliqué ça, malgré le fait qu'ils sont partis avec un papier qui est maintenant, grâce aux travaux des collègues urgentistes, imprimé systématiquement avec les ordonnances, les gens n'ont même pas lu, ou alors ils l'ont lu, oublié. Excusez-moi, si je puis me permettre, juste pour répondre, je suis Sophie Caplin, pour répondre en partie à votre question, c'est par exemple sur cette étude qu'on a fait, là c'est plutôt une évaluation neuropsychologique initiale à la phase précoce, pas forcément aiguë mais subaiguë, et quant à la prise en charge réellement en neuropsy, rééducation cognitive. De toute façon, même dans cette étude, elle a été commencée déjà à plus d'un mois, oui. C'est-à-dire il y avait presque à 2 mois finalement dans les débuts du traumatisme. Donc pas du tout, c'est pas non plus complètement dans la phase précoce, voilà. Bon, sachant qu'après, sur les modalités de rééducation cognitive, là aussi, il faut réajuster les programmes. Ouais, je ne sais pas si ça peut compléter. Non, mais tout à fait. Etc. Mais non, moi l'idée, le problème, il est simplement une question de faisabilité, de généralisation de ce genre de pratique. Par exemple, là, l'étude qu'a citée Christine tout à l'heure, par exemple, c'était simplement des coups de téléphone. Donc, on va se trouver nécessairement. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire de la rééducation. Encore une fois, c'est pas moi qui vais dire ça. Bon, voilà. Mais je veux dire, c'est lourd, quoi. C'est très lourd. Et pour des nombres de patients qui sont relativement importants. Donc on va se trouver nécessairement devant cette question. Alors je suis d'accord, il n'y a rien qui existe actuellement et c'est bien de le faire, ce n'est pas du tout une critique. Mais si on veut essayer de réfléchir à une généralisation de ce type de procédure, on va se trouver devant une problématique qui est la mise en place et le coût. On n'aura pas toujours la fondation Beneteau pour financer ça. On va avoir l'assurance maladie qui va nous poser des questions. Et mon idée, c'est de dire que possiblement, on peut peut-être avoir des dispositifs beaucoup moins lourds, par exemple, ce qu'a évoqué Christine tout à l'heure, d'appels téléphoniques, de consultations, 1 ou 2 consultations avec une neuropsychologue. Vous voyez, c'est ça le... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, vous avez raison. Non, tout à fait. Oui. Je pense qu'à un moment donné, il y aura bien l'arbitrage, dans une économie de plus en plus contrainte, qui n'est pas extensive, il y a un moment donné l'arbitrage et la bonne adéquation à trouver entre l'offre thérapeutique adaptée et les moyens disponibles. Sinon, on va avoir un niveau d'exigence tellement important que l'économie ne pourra pas suivre, quoi. Non, mais le fait aussi de mettre en place un centre, initialement, ça peut aussi suivre le fait que d'autres centres vont être créés avec des facilités supplémentaires et un effet d'entraînement qui se fait. Et puis, d'autre part, vous savez très bien, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. C'est-à-dire que si on envoie de temps en temps des traumatisés crâniens, c'est comme quand les chirurgiens opèrent 1 fois par an une pathologie particulière, c'est très clair qu'on ne le fait pas très bien. Je voudrais apporter un témoignage sur ce que tu disais sur... l'information qui est délivrée aux patients. Il se trouve qu'on a fait une étude aux urgences sur ce que les gens retiennent de leur passage aux urgences. Bon.
c'est absolument édifiant puisque on a fait 2 groupes, des gens à qui il n'y a aucune préparation, on les a rappelés le lendemain, et puis un groupe à qui on a lu un texte. Alors on avait sélectionné des pathologies extrêmement simples, de migraines, entorses, coliques néphrétiques, des trucs extrêmement simples, où on lisait aux gens ce qu'ils avaient, des consignes, et on avait souligné des mots-clés qu'on leur demandait de répéter. Bon. On rappelle les gens un jour après, et le résultat, c'est qu'il n'y a aucune différence dans les 2 groupes, et qu'il n'y a que 25% des gens qui retiennent ce qu'on leur a dit. Voilà. Tout ça pour dire qu'à Bicêtre, par exemple, on donne systématiquement les chats, là, les plaquettes qui sont extrêmement bien faites, de consignes sur l'évolution possible du trauma crânien. On les donne systématiquement avec un petit mot en expliquant et en leur expliquant en plus pourquoi on les arrête une journée. Bon, on pourrait penser quand même qu'ils ont compris, quoi. Et c'est vrai que le travail qui reste à faire maintenant, c'est de se dire que ces gens-là, pour repérer les patients à risque, il faudrait peut-être les rappeler 2-3 jours après, Oui, systématiquement. Parce qu'il y a un gros boulot. 8 à 15 jours après, oui. De toute façon, cette grille n'est valable que sur les patients qui ont servi à le mettre en place, c'est-à-dire les patients qui ont été vus entre 8 et 15 jours après le traumatisme initial. On ne peut pas le transposer de façon automatique à la prise en charge aux urgences. C'est ça. Un autre problème, c'est bien ça, c'est de réadresser ces gens. On ne peut pas réadresser 100% des patients. C'est pour ça qu'il faut les réadresser à un centre de niveau 2. Bonjour, j'avais une question par rapport aux professionnels, savoir dans quel temps vous aviez imaginé le projet par rapport à la reprise d'emploi de TCLG. J'ai pas entendu la première partie de votre question. C'est au niveau du temps de reprise professionnelle. Est-ce que votre projet interviendrait dans un temps où la personne aurait repris son travail ou serait encore en arrêt? Et ça me permet de rebondir sur une question par rapport à l'étude où il me semble que vous n'avez pas précisé si c'était des gens qui avaient repris ou non leur travail, qui avaient dans l'étude, on n'est pas intervenu sur la reprise du travail ou pas. Oui, mais est-ce qu'ils avaient repris leur travail? Je pense, Sophie peut vous répondre, moi je ne peux pas répondre à cette question, mais il n'y a pas eu d'intervention sur la reprise ou non. C'est-à-dire que s'ils ont repris le travail, ils ont repris. S'ils n'avaient pas repris, on a poursuivi. C'était la seule intervention, si vous voulez, c'était la rééducation, enfin cette prise en charge rééducative. Donc vous imaginez le projet dans le même cadre, c'est-à-dire sans forcément d'intervention dans la reprise professionnelle? Non, là non. Là c'était l'étude. On ne peut pas, si vous voulez... Mais là, par rapport à votre projet? Là, c'est au cas par cas. C'est l'intérêt d'une proposition individualisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de rééducation, il y a des gens qui n'ont pas besoin de 14 séances de rééducation, il y a des gens qui doivent reprendre leur travail rapidement. C'est pour ça que c'est une prise en charge médicale de vraie vie. Ce n'est plus une étude, donc c'est en fonction de patients et de pathologies, d'évolution et de ce qu'on considère le mieux pour un cas particulier. D'accord. Je pose cette question parce que travaillant sur une UROS, c'est vrai que les TCLG, on les reçoit essentiellement à distance pour des problématiques d'échec de maintien de l'emploi. Oui, ça fait. Mais l'intérêt, c'est que de toute façon, dans toutes les branches de la médecine, maintenant, on est en train d'évoluer vers des propositions alors basées sur un certain nombre de données, disons, établies, mais rapportées à l'échelon individuel et individualisé. On ne peut plus dire... c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des algorithmes décisionnels, mais il faut aussi laisser une certaine liberté dans ces algorithmes pour proposer des cas par cas et ne pas avoir une espèce de rigidité dogmatique qui dit IRM normal, pas de problème, vous pouvez reprendre le travail et débrouillez-vous, il n'y a aucun problème. Ça, c'est malheureusement, dans certains domaines de la médecine, on est arrivé à ça, notamment pour les traumatisés crâniens graves, avec les études qui ont été faites. Et quand quelqu'un a une IRM, on met maintenant les valeurs pronostiques simplement sur l'IRM et on met la partie clinique complètement dehors. On n'est plus dans la médecine, mais plutôt dans le dogme. Merci. C'est pas une question, en fait, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 10 ans dans la région où j'habite. Je représente les familles ici. Nous avions une réunion pour créer un réseau de santé avec tous les réanimateurs, neurochirurgiens, neurologues et médecins d'MPR et on les interpellait sur ces traumatisés crâniens légers qu'on voyait arriver en désinsertion professionnelle des années après l'accident, en leur disant mais il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose, que vous puissiez les identifier plus tôt, qu'on puisse faire quelque chose. Et tous ces médecins unanimement m'ont dit mais pauvre dame, s'il faut qu'on voit tous les TCLG à distance, qu'on s'en occupe, on n'a pas fini, on n'aura pas les moyens.
Donc je me réjouis, c'était il y a 10 ans, de voir qu'aujourd'hui on peut faire un colloque et qu'on imagine un centre. Donc je vous remercie tous pour votre implication. Merci.